Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Podium, suite à un souci technique dont j'assume toute la responsabilité. Le premier podcast qui était qui était extrêmement plaisant pour faire le recap de cet magnifique événement n'est plus. Mais en fait, c'était tellement bien qu'il fallait qu'on le fasse deux fois, quoi. Mais exactement. Oui, c'est ça, bon voilà. Pour être exhaustif, Francis Ngannou s'est donc imposé par KO au deuxième round face à Stipe Miocic. Il est champion du monde, on peut le dire, hein. En tout cas champion UFC, la rédemption est complète. The Uncrowned Champ est maintenant champ. Magnifique. Bah, c'est une histoire, honnêtement, si on avait dû l'écrire pour un scénariste à Hollywood, probablement que dans la board de tous les gens qui sont censés dire c'est peut-être un petit peu abusé, ça faut revoir, tout le monde aurait dit non mais c'est infaisable comme histoire, ça n'a aucun sens, c'est pas possible normalement. Et pourtant, c'est l'histoire de Francis Ngannou, de Cameroun jusqu'à la traversée jusqu'en Europe, jusqu'à champion du monde de l'UFC. En battant le meilleur. En battant tous les temps. le meilleur de tous les temps en poids lourd. C'est une histoire qui normalement n'existe pas en fait, ça. Non, mais c'est parfait. Et c'est encore mieux, finalement, d'un point de vue narratif, hein, j'entends, pas d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue narratif, c'est encore mieux qu'il ait perdu le premier combat contre Stipe Miocic. Ça rend l'histoire encore plus belle, la rédemption, l'expérience gagnée, tout est parfait. C'est une histoire qui est juste cinématographique au possible, quoi. Et cette performance, messieurs, donc KO au deuxième round avec un Francis patient, un Francis intelligent et qui a géré d'une main de maître. Je sais pas ce qu'on va dire, c'était lui le champion. Alors, franchement, en termes de réajustement stratégique, c'est peut-être un des plus beaux, un des plus bels exemples qui m'ait été donné de voir, en fait. Ouais. Il a fait tout ce qu'il fallait faire, il a fait le combat parfait, et surtout quand tu compares à sa première performance, mais il n'y a juste pas photo, quoi. Et en plus, bon, moi je suis content parce que du coup, on avait plus ou moins dit ce qu'il fallait dire sur, Déjà, sur ce combat. sur tous les pronos de la carte, on a bon. En plus, voilà, on avait même dit KO deuxième round. Mais en plus de Tu ça, avais dit KO deuxième ouais, round, mais bon. faut rendre à César ce qui est à César. Mais surtout, c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est que on espérait en fait qu'il fasse tout ça, c'est-à-dire ce travail avec des kicks, ce travail avec des coups au corps, comme tu l'avais préconisé, dans ce qui irait bien contre Miocic, et avec un style d'un Ngannou patient. Il l'a fait. Il a fait la Dos Santos où du coup tu mets des coups au corps et puis à un moment donné, coup au corps et tu remontes sur un coup à la tête. C'est même comme ça qu'il sonne Miocic la Sur première le premier fois. round, ouais. Il a tout fait ce qu'il fallait, et ensuite c'est vrai qu'il est patient lors du deuxième round, ce qui permet, une fois qu'il a bien sonné Miocic se jette, c'est lui qui fait l'erreur, et ben c'est à ce moment là où Ngannou le chope avec un contre en crochet du gauche qui est absolument parfait, somptueux, et qui juste arrêt machine pour Miocic. Sans appel, c'est-à-dire il prend pas d'élan. Ouais, C'est juste un petit mouvement et paf, il le stoppe direct, quoi. Ouais. C'est impressionnant. Bah, c'est ça qui est bien avec le Ngannou patient, c'est que de toute façon ce qui est bien, c'est que tout est parfait, mais en plus de ça, il n'a pas besoin de plus pour mettre KO les gens, en fait. Ouais. Donc, La Ford Escort peut être à 15 km/h. Ah ouais, Alors, ouais. honnêtement, je pense qu'on est entre la Ford Escort et le couplet de Caris sur quelle a chargé, tu vois, en termes de lourdeur, tu vois, c'est entre les deux à peu près. Non, mais c'est vrai, la puissance, elle est présente, quoi. Mais c'est surtout, moi, je te dis, comment il a préparé mentalement le combat. Il est arrivé comme tu disais, comme s'il il a été- défendait, quoi. C'est un truc de dingue, enfin. Et comme tu l'as dit, en fait, lors de ce premier podcast, mais c'est vrai qu'il a été plus intelligent même que le champion Miocic, qui lui-même est réputé pour faire des game plans aux petits oignons et pour être calibré comme il le faut pour les adversaires qui sont en face de lui. Et là, c'est littéralement Ngannou qui a outsmarté, qui a été plus intelligent dans le développement de son combat que le meilleur de tous les temps en poids lourd, quoi. C'est clair, et il l'a fait venir à lui, mais selon ses termes, pas comme dans le premier combat. Et c'est pour ça que notamment la lutte, la seule tentative de takedown qu'il a essayé de faire, bah, elle n'était pas construite, elle était en première intention. Alors, Mais il n'avait pas le choix de toute façon à ce moment-là. Mais oui, alors c'est vrai, on n'était quand même pas sur un panic takedown. Ouais. Il a essayé de faire le takedown pour temporiser, mais c'était sans feinte, il avait pas je crois qu'il avait même pas donné un coup debout jusqu'à ce takedown à ce moment-là. Donc très du coup, prévisible pour on Ngannou. voit là, il faisait 106 kilos, bah, la puissance a parlé, et en plus là, Ngannou, en plus il capitalise. Il s'est pas contenté de sprawler. Exactement. Il passe dans son dos tel Yoel Romero sur Chris Weidman. Enfin, c'était, bah, il a tout fait. Il nous a donné en 2 rounds
Tout ce qu'on pouvait attendre. Il a même fait un changement de garde à un moment donné pour placer le high kick. Honnêtement, Stipe, il était vraiment à court de réponse. À court de réponse. Enfin, et c'est même pour les low kicks dont on parlait de Francis, qu'il a mis à chaque fois parfaitement, mais en plus du côté, oui, ça fait mal et c'est un low kick, ce qui est déjà énorme quand c'est Ngannou, mais en plus de ça, c'est tout le côté stratégique que ça implique, parce que, comme on l'avait dit, en fait, dans le premier combat, Miocic s'évadait très facilement, en fait, des attaques de Ngannou, parce que c'était essentiellement, il chassait la tête, et en plus de ça, avec des attaques qui étaient beaucoup moins contrôlées, beaucoup moins méthodiques, et là, avec ce travail en low kick, ça devient beaucoup plus compliqué pour Miocic de répondre et de s'évader, parce que si tu fais des esquives et des mouvements de buste, le mouvement de buste, c'est par définition le low kick, il est là et il est à disposition, ça t'empêche en plus de ça de t'évader plus facilement, puisque ça te coupe la route et ça te casse les jambes. Tout était parfaitement calibré de la part d'Ngannou. C'est vraiment une masterclass, quoi. Jusqu'au finish, où honnêtement, là, il nous a fait un peu je veux dire une retraite feinte à la Gengis Khan, quoi, en gros, hein. Il s'est juste replacé en cours d'action. Non, mais c'est vrai, parce que je pense que Stipe Miocic a vraiment commis une erreur là-dessus. Bon, on peut pas lui reprocher parce qu'il avait quand même pris la foudre. Ouais, c'est ça. Il était en pilote automatique, je pense, déjà à ce moment-là. Mais il passe un contre qui est bien placé, et donc il se dit, c'est le moment ou jamais, en fait, c'est ma chance. Parce que là, je prends depuis 2 rounds et je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Sauf qu'en fait, c'est pas que Ngannou était touché ou était en difficulté, c'est juste, il a repris, en fait, il a pris son temps. Ouais, il s'est Il repositionné. a reset, quoi. Il a reset, exactement, c'est ça. C'est-à-dire, il s'est pas trop engagé sur ses coups, il a attendu, et c'est pour ça qu'il a pu passer ce compte parfait. Et comme il était en position, et comme c'est Francis Ngannou, ça suffit, en fait. Il a pas besoin d'autre chose. C'est ça qui est impressionnant. C'est juste ça, tu vois. Il a été capable vraiment d'analyser en temps réel ce qui se passait et calmement de réagir de la bonne manière. C'est tout ce qui faisait, entre guillemets, la terreur à Ngannou, mais qui faisait aussi qu'entre guillemets c'était sa faiblesse. Ce côté contre Rozenstruik, il a mis des grands coups de battoir. Si tu t'échappes comme Ronda Rousey contre Holly Holm, tu peux faire quelque chose. Ce côté contre le premier combat contre Miocic, il a pu s'évader parce que là, avec un Ngannou qui est aussi méthodique dans son travail, ça devient très très compliqué à aborder pour n'importe qui dans la division. Parce que là, Francis Ngannou, notre cher Polydomso, le disait depuis de nombreux mois, il enchaînait les KO, je crois 2 minutes 52 ou 2 minutes 42 sur ses 4 derniers combats, mais on n'avait pas les preuves de ses progrès. Et là, pour le coup, Polydomso qui ne croit que ce qu'il voit, là, il peut checker de multiples cases concernant Francis. Très largement, très largement. C'est surtout, moi, c'était surtout la case mentale qui me faisait peur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand il est face à un mec qui tient le coup et que le combat s'éternise, en fait, dure un peu plus longtemps. Est-ce qu'il est à court de solutions? Est-ce qu'il va essayer de rusher le combat? Est-ce qu'il va essayer de le terminer à tout prix? Est-ce qu'il va s'exposer? Là, franchement, il a eu l'approche méthodique parfaite. Donc, Et en plus de ça, c'est vrai que même il aurait pu, c'est ce que disait Chael Sonnen par exemple à propos des combats de Dan Henderson versus Shogun Rua, c'est quand tu as blessé quelqu'un, en fait, il peut y avoir tout ce côté avant, en amont, je suis méthodique, je regarde machin, et quand tu vois que le mec est blessé, ton cerveau il part en mode reptilien total, il fait putain, il faut que j'y aille absolument, et en gros, tu dépenses toute ton énergie en se disant il faut absolument que je le termine, et il aurait pu, Francis, avoir ça, parce que lors du premier round, quand il met le ground and pound à Miocic, qui est monstrueux d'ailleurs, enfin vraiment la tête de Miocic, comme tu dis, c'était vraiment Bill Bokeh time. Et pourtant, Francis donc a essayé de terminer, mais quand il s'est retiré pour vraiment reprendre les échanges calmement, là il aurait pu avoir une espèce de faille mentale en mode oh non c'est pas possible, j'ai pas réussi à le terminer, pourtant je lui ai mis le plus possible. C'est parti pour 5 rounds, je sais qu'il va être là, il est encore frais, mais il a pas eu ça, il est juste revenu en mode ok, je reviens, il est encore là, moi aussi, je vais y aller à l'économie. Et c'est ce qui fait qu'il en arrive là où il en est. Il est arrivé à le finir ensuite, avec vraiment cet esprit d'analyse, de calme. Et en plus, c'est vrai que c'est assez symbolique, parce que Miocic, la manière dont il a gagné la ceinture contre Werdum, c'était un petit peu de cette manière-là, en gérant de manière calme, tranquille et posée un Werdum qui rushait vers lui pour essayer de le terminer. Là, c'est à Ngannou de faire la même chose, en fait. C'est vraiment le passage de flambeau, il est dans tous les sens, quoi. Et en plus, c'est d'autant plus impressionnant qu'il a perdu le premier combat contre Stipe Miocic de cette manière-là, et qu'en plus Miocic, c'est quand même un sacré joueur de poker, parce que vu les coups qu'il prend au premier round, il montre rien sur son visage, hein. Vraiment, pour lui, c'est
Ouais, Enfin, c'est Another Day in the Office, juste un autre jour dans le cubique. quoi. c'est clair. dans le cubi. Et ce qui est important de dire, mon cher Host et mon cher Polydomso, c'est que mine de rien, là, on ne peut pas. Les gens qui disaient oui, Miocic de 38 ans amoindri, là pour Francis, il n'y a pas aussi non plus ce côté, c'était un Miocic qui était au bord de la retraite. Parce que là, Miocic a survécu à des énormes coups aussi, donc c'est pas, voilà, on va dire, c'est pas une victoire au rabais face à une légende vieillissante. Là, on avait quand même un Miocic qui était bien en place et qui aurait pu se faire finir beaucoup plus tôt aussi. Ouais, c'est juste un Francis contre lequel tu peux vraiment Ouais. pas faire grand chose. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect physique, la manière dont Francis est arrivé, la forme dans laquelle il est Ouais. arrivé dans la cage. Là. 119 kilos, mais pas les mêmes 119 kilos. Non, c'était pas les mêmes 119 kilos que lors du premier combat. Là, c'était 119 kilos de métal, 119 kilos secs, 119 kilos de viande dure. Et c'est très compliqué. Mais en fait, déjà. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas photo. Il Ouais, est y a- archi affûté quand même. Ouais, c'était pas le même dans aucun des sens du terme. Du premier combat en tout cas. Non, et c'est ça qui est impressionnant aussi, c'est que Ouais. ça veut dire que pour le futur, non seulement physiquement, de toute façon, physique, Francis c'est un phénomène absolument de la nature, mais en plus de ça, comme il n'a pas connu de guerre sur ses dernières apparitions, en fait on dit souvent que, parce qu'il a 34 ans, on pourrait se dire c'est un peu vieux, sachant que la retraite arrive à 38, 39, etc. 16-3 désormais en carrière. 16 ans en carrière, mais le truc c'est qu'il y a l'âge à proprement parler et il y a aussi ce qu'on appelle le kilométrage de combat en fait, c'est-à-dire les guerres auxquelles tu as participé, le nombre de coups que tu as encaissé. C'est pour ça que par exemple des gars comme José Aldo, quand ils ont 30 ans, entre guillemets ils n'ont que 30 ans, mais c'est 30 ans sauf qu'ils ont tellement de coups encaissés qu'ils sont beaucoup plus proches de la retraite qu'un mec qui en a 38 mais qui a jamais pris un seul coup dans la tête. Quoi. Comme Yoel Romero par exemple quand il avait 38 ans. Exactement. Et c'est pour ça que c'est vraiment de bon augure aussi pour Francis, c'est que à part la première guerre contre Miocic, dans laquelle il a pris genre la moitié des coups qu'il a pris à l'UFC avec 70, un truc comme ça, touche significative, ses dernières apparitions sur les 3 dernières années, sur ses 4 derniers combats, il prend quasiment pas de coups et il y a je crois 2 minutes 30 dans la cage, donc il est encore très frais physiquement, si tant est qu'à l'entraînement il se déchire pas quoi. En tout cas, bravo Francis, toutes nos félicitations, impressionnant de maîtrise. On va passer maintenant au co-main event avec Luque. Oh là 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 là. On va d'abord commencer par ce pauvre Tyron Woodley. Donc Tyron Woodley qui arrivait avec 3 défaites consécutives. Très compliqué, il jouait qui était dos au mur. Exactement. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Qui jouait littéralement, enfin quasi littéralement sa place à l'UFC. Et on a vu un Tyron Woodley avec une approche résolument différente de ce qui se passait par le passé, qui a réussi à gagner le cœur de nos deux incroyables chroniqueurs le temps d'un début de round pour ensuite se faire sonner par un énorme bras arrière de Vincent Luque. Mais respect quand même. Parce Non, que là, franchement, ouais. il est venu vraiment pour combattre. Là. mais C'était- comme tu disais, il est parti sur son bouclier quoi. Ouais, c'est Ouais. non, c'est beau. Bon, c'est malheureux pour Tyron Woodley quand même, mais c'est il y avait une approche qui était différente. D'habitude, Tyron Woodley, il prend son temps, il se met dos à la cage, il attend juste le moment où il va exploser parce que il gère les rounds comme ça. Là, je pense que le fait qu'il pense que c'était juste 3 rounds et que c'était contre quelqu'un qui n'avait pas l'avantage en lutte, il s'est dit Directement, je peux il va y au aller, je peux clinch. lui rentrer dedans. Et du coup, ça a fait un combat très très excitant. Super excitant, mais c'est vrai que du coup, il est tombé contre un Luque qui pouvait encaisser et qui pouvait lui rendre l'appareil une fois que. Enfin, c'était vraiment un peu à la Marciano. Enfin, c'est vraiment. Il encaisse les coups d'un cogneur absolument monstrueux en la personne de Woodley. Sauf que quand il revient, Vicente Luque est capable de faire aussi mal. Et non seulement ça, mais il a été capable de le terminer même une fois au sol avec une Darce Choke, si je ne m'abuse. Ouais, tout à fait. Donc impressionnant. Le combat était excitant au possible. On était debout, on n'en pouvait plus. Les 30 dernières secondes, le combat passe de main en main 3 fois. Ouais, c'est C'est-à-dire, impressionnant. C'est ping-pong. T'as Tyron Woodley qui touche, ensuite Luque qui touche, et ensuite Tyron Woodley, et ensuite re-Luque. Et remis ours derrière. Et remis ours derrière, ouais, tout à fait. Et on souligne quand même l'intelligence de Vincent Luque qui n'est pas qu'un cogneur, messieurs, parce que Ouais. là, il aurait pu tenter de finir Tyron Woodley, mais non. De finir debout. De finir debout, pardon. Et par il KO, switch sur pardon. une Exactement. soumission, et c'est là toute son intelligence. Mais c'est la force de Vicente Luque, c'est qu'il va à la bagarre, il aime bien ça, il prend des coups pour en donner, mais il est toujours lucide dans ces moments-là. Il n'y a jamais un moment où c'est juste... il fait pas de la Diego Sanchez, quoi. Où il enchaîne les crochets C'est ça. mi-longs et ça va pas plus loin. Il reste à l'aise et méthodique dans le chaos, comme tu disais. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est un combattant qui est très excitant, qui est dommage qu'il parle pas plus, qu'il vende un peu pas plus sa personnalité parce qu'il fait que des combats comme ça. Qui fasse Donc, pas des call-outs un petit peu plus pertinents. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, Je veux Fedor.
C'est mal- Non, parce qu'il veut Nate Diaz là pour son prochain combat. c'est malheureux, mais c'est vraiment malheureux. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on peut pas lui ôter que c'est un super combat. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas malin, c'est pas super malin de sa part en fait. C'est bizarre même. C'est comme s'il appelait Conor McGregor, quoi. C'est même pas en rêve, quoi. Je veux dire, Ouais. c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais au-delà de ça, on peut pas lui enlever qu'il fait des super combats. Et il faut profiter de ce type de combattants parce que c'est des combattants qui généralement n'ont pas une longue durée de vie Exactement. parce qu'il il prend des dégâts à chaque combat. Il a une démarche qui est sacrificielle en fait dans ses combats. Donc il donne beaucoup, il est très généreux. Regardez Vicente Luque, c'est le mieux que vous puissiez faire pour lui rendre hommage, quoi. Parce que je pense pas qu'on lui laisse sa chance pour devenir champion. Je pense malheureusement pas que ce sera le cas, sauf cas de figure où il Concours. remplacerait quelqu'un Exactement. au pied Sauf levé Micmac, quoi. ou voilà comme ça. Mais il vaut le coup. Enfin, c'est vraiment un mec qui est super intéressant à regarder. Non, il est super intéressant à regarder. Et puis même si on était d'accord pour dire que c'est probablement pas un profil qu'on voit devenir champion, parce que même si ces combats sont extrêmement excitants, ils sont excitants aussi parce que c'est à chaque fois un petit peu, tu sais jamais de quel côté ça va aller, de quel côté le pendule va swinger. Parfois, il commence des combats, c'est serré, mais contre Wonderboy Thompson, il se fait rattraper ensuite. Parfois, c'est très serré, c'est très excitant, et il gagne comme là contre Woodley. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté... il peut s'imposer facilement contre n'importe qui. Du coup, il n'y a pas ce côté surclassement où tu te dis potentiel champion. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est ça. Profitons-en parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est parce qu'il y a le côté émotionnel quand on voit des combats aussi excitants. Donc, merci à Vicente. Et en plus, moi je pense qu'une petite théorie personnelle, c'est que des profils comme ça, on en verra de moins en moins. Parce que c'est Genre old school. Ouais, parce que Ouais, c'est non, c'est pas clair. dans une démarche qui est sportive, professionnelle, où tu Professionnelle, dois ouais. gagner de l'argent et tu dois avoir la carrière la plus longue possible et tu dois quand même éviter de prendre trop de dégâts. On va avoir de plus en plus de profils de gens qui n'auront pas cette approche vraiment de guerrier. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment en profiter pour le coup. Merci Luque. Merci Luque, exactement. On va finir le podcast, messieurs. Wow, la fatigue commence à venir. Il est 7h28. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 38% sur tout My Protein avec le code de la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. On va bientôt parler de Sean O'Malley. Et on remercie bien évidemment les éditions Grand Angle qui vous font gagner 3 exemplaires de la BD MMA Mixed Martial Arts Total Combat Round 1. Et pour participer, rien de plus simple. Ça se passe dans l'espace commentaire et c'est Rust qui va donner les règles du jeu. On en tirera 3 euros gagnants au sort. Et le jeu, c'est Francis Ngannou quand il a commencé sa carrière à l'UFC. Francis Ngannou a des frères et sœurs et une famille évidemment au Cameroun. Qu'est-ce qu'a acheté Francis pour son frère avec ses premières payes à l'UFC? Et bien voilà, Total Combat Round 1 aux éditions Grand Angle. C'est un truc chez Rust. qui vaut cher. C'est un truc qui vaut très cher.